Hier se tenait la présentation de la Williams FW44 pour la saison 2022 de Formule 1 et on a eu droit à la magnifique chocar de la FOM. Alors à voir si en une semaine ils ont eu le temps de récupérer la chocar de Red Bull et de faire un paint job parfait pour la maquiller en Williams 2022. Ce qui est sûr, c'est que c'est exactement le même modèle. Alors pourquoi on va en parler, me direz-vous? Eh bien parce que quelques heures après, la voiture, la vraie, a pris la piste à Silverstone pour un shakedown, c'est-à-dire pour une journée de tournage, histoire de voir si tout allait bien sur cette nouvelle voiture et de prendre les premiers feelings, on va dire. Mais ce n'est pas la seule à l'avoir fait. La FW44 a pris la piste donc, je n'ai que 2 images à ma disposition, mais cela suffit à révéler globalement un petit peu la philosophie de la voiture. Un peu plus tôt dans la journée, l'Alfa Romeo a été spoté sur le circuit de Fiorano dans une livrée camouflage temporaire et là aussi, on a pas mal de choses à dire. Alors le nez de la Williams est assez similaire à ce que l'on a vu jusqu'à présent. Le nez tient les 3 flaps supérieurs mais pas le plan principal. Contrairement à Aston Martin, le plan principal dessine un creux en son centre. On a un nez un petit peu plus arrondi que ce que l'on a pu voir jusqu'à présent. On veut faire passer en fait de l'air sous le museau vers le fond plat. Cela reste un aileron avant assez simple au final. Je ne doute pas que Williams apportera une spécification peut-être un petit peu plus travaillée pour Barcelone ou le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn. Encore une fois, l'aileron paraît très haut perché et ce sera vraisemblablement le cas pour toutes les voitures puisque c'est à la fois requis par la réglementation mais surtout en fait on veut pouvoir maximiser le flux d'air vers le fond plat directement pour avoir plus d'appui aéro. Alors suspension à poussoir à l'avant, attirant à l'arrière, on est donc sur une conception assez classique de ce côté-là. On a quand même pris la peine évidemment de bien tout aligner pour un gain aérodynamique à l'avant et puis à l'arrière ce sont des suspensions faites par Williams et non pas prises par Mercedes. Les prises d'air latérales sont assez grandes et en triangle, on peut facilement voir la grosse barre que représente la crash box latérale qui doit absorber et dissiper le plus d'énergie possible lors d'un impact, c'est le fameux SIPS, le fameux Side Impact Protection System. En revanche, et malheureusement, il me faudrait peut-être un petit peu plus d'images pour voir et comprendre, mais j'ai l'impression que les radiateurs en fait sont placés sous ce système et sous cette barre, peut-être pas au final, mais du coup à quoi servirait la partie de l'entrée d'air au-dessus de cette barre? Est-ce une autre entrée d'air pour refroidir l'ensemble du moteur? Voilà, je sais pas, la cheminée centrale n'est pas immense non plus, mais pas non plus toute petite. De ce fait, on n'a pas une énorme découpe à la Aston Martin sous le ponton, et pour cause, le ponton en fait a l'air extrêmement court et épouse parfaitement le radiateur sous la carrosserie. Du coup, on est sur une version un petit peu plus extrême, on va dire, de ce que l'on a vu chez AlphaTauri par exemple. Un flux d'air qui passe sous le ponton, un par-dessus, et on envoie tout vers le diffuseur. On a une petite excroissance, une bosse, on va dire, sur la partie basse du ponton. Ça, c'est la deuxième barre du SIPS, a priori, la barre inférieure de la protection d'impact latéral. À l'arrière, au-dessus de l'échappement, on a ce qui apparaît être une sortie d'air pour dégager la chaleur du moteur, et on a un bec de cygne unique, on va dire, sur l'aileron arrière, qui inclut justement le système DRS. C'est difficile de voir plus avec seulement 2 angles de vue, mais on part sur une taille très fine à l'arrière et sur un design assez proche de ce que l'on a vu ces dernières années en F1. Faudra attendre de voir d'autres photos, on va dire, pour confirmer ou infirmer certains détails. Alors dans l'ensemble, la Williams paraît assez basique techniquement et je suis moins emballé que par l'Aston Martin ou l'AlphaTauri par exemple, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse prise de risque, une prise de risque majeure, mais ça maîtrise assez bien ce qu'ils ont mis en place. C'est un petit peu du déjà vu, alors si tout fonctionne bien ensemble, pourquoi pas, mais ça ne devrait pas aller jouer les premières places, ce n'est pas l'objectif selon le boss Joss Capito. Allez, passons à l'Alfa Romeo Sauber C42. Je vous rappelle qu'historiquement, Sauber est assez proche de Ferrari en termes de relations. Cela fait maintenant des années et des années que Maranello fournit ses moteurs à l'écurie de Inwheel, rebaptisée Alfa Romeo depuis 2018. Ce n'est donc pas étrange de voir cette voiture prendre la piste sur le circuit privé de Ferrari. Cela a été déjà le cas dans le passé. L'Alfa Romeo est recouverte d'une livrée camouflage temporaire, seulement pour ce roulage et peut-être pour les essais à Barcelone, on verra, puisque l'équipe en fait présentera ses couleurs après les essais hivernaux de Barcelone et sa livrée définitive le 27 février. Alors forcément, ce camouflage a pour but de cacher les courbes de la voiture pour l'œil, mais on peut clairement voir des détails qui sont assez intéressants. L'aileron avant a été très travaillé, peut-être plus que l'Aston Martin, je dirais. C'est clairement un aileron qu'on verra à Barcelone pour le coup. On a bien 4 éléments, bien que le plan principal et le premier flap se confondent facilement. Le nez, encore une fois, ne tient pas le plan principal. En revanche, on a une belle courbe, comme chez Williams, sous le nez au centre. Alors, l'intérieur des flaps supérieurs, directement rattachés au nez, sont plus imposants que le reste du flap sur l'extérieur. J'avais un petit peu de mal en fait à définir le rôle de la partie intérieure de ces flaps. Je me disais qu'on tentait de les faire redescendre le plus possible pour faciliter le passage du flux d'air vers le fond plat.
mais on dirait qu'ici en fait on cherche plutôt à créer un chemin vers les entrées d'air latérales directement en passant à travers les suspensions. Les flaps descendent fortement sur l'extérieur de l'aileron pour tenter de créer un effet outwash comme ce que l'on avait vu les années précédentes, et c'était justement Alfa Romeo qui était venu avec ces formes d'aileron sur l'extérieur. L'aileron avant est toujours assez haut perché, pas de surprise de ce côté-là, on est sur des suspensions à poussoir à l'avant, là aussi pas de surprise majeure. Le triangle supérieur, en revanche, n'est pas parfaitement, on va dire, à l'horizontale, mais un petit peu décalé et redescend vers les pontons. Clairement, en fait, on essaie de se servir des suspensions pour faire redescendre le flux d'air vers la grosse coupe sous le ponton de la voiture. Les entrées d'air sont un peu comme chez Williams, en triangle, assez imposantes au final, puisque la cheminée centrale est assez étroite et reprend un design qu'Alfa Romeo a déjà éprouvé par le passé avec un pilier central et deux entrées d'air sur la cheminée. Et du coup, si on passe sur la partie du ponton, là clairement, on part sur la même philosophie qu'Aston Martin. La découpe sous le ponton est très profonde et on veut emmener en fait tout l'air qui passe sur le dessus du fond plat vers le diffuseur arrière. On a l'impression que l'entrée du fond plat n'est pas spécialement rectangulaire, mais descend un petit peu plus sur la partie centrale de la voiture. Là aussi, on veut faire passer un maximum d'air sous le ponton, alors du coup, j'avoue que il faut attendre d'avoir des explications pour comprendre à quel point on choisit la quantité d'air qu'on veut faire rentrer dans le fond plat et la quantité d'air qu'on veut faire passer par-dessus vers l'arrière de la voiture. Là, il faudra poser la question à l'ingénieur chez Alfa Romeo. On voit clairement la barre inférieure de protection d'impact latéral qui fait justement cette espèce d'excroissance qui provoque un décrochage. On a aussi la présence d'une ailette de bord sur le fond plat, un petit peu comme les années précédentes. On va vouloir créer un vortex, soit pour tenter de créer une barrière entre le fond plat et la piste, pour essayer de sceller justement le fond plat et ne pas avoir d'air perturbé sous la voiture, soit on va vouloir tenter de créer des vortex pour aussi calmer l'air perturbé par la roue en mouvement à l'arrière qui vient déranger justement toute la partie au-dessus du fond plat. Alors comme chez Aston Martin, les radiateurs sont positionnés très à l'horizontale et pour pouvoir extraire la chaleur, eh bien on n'a pas vraiment d'autre choix que de créer des ouïes de requin, mine de rien, mais après c'est aussi peut-être dû à l'angle de la photo, la beam wing par exemple, paraît très massif, très vertical. Enfin, dernier gros changement, la suspension arrière est à poussoir et non pas à tirant comme on a eu l'habitude de voir jusqu'à présent. Donc on est sur une configuration similaire à ce que McLaren a fait à l'arrière. Vous m'avez dit dans la vidéo de McLaren justement que ça va permettre de charger un peu plus le pneu arrière extérieur pour une meilleure motricité en sortie de virage, ce qui va compenser en fait l'inertie roulante plus importante due aux jantes qui sont plus grandes. Mais attention à l'usure. J'avoue que je me suis pas encore tout à fait intéressé à la question, mais l'explication me paraît pas déconnante non plus, donc on verra si c'est évidemment ça. Encore une fois, il faudra attendre des confirmations, mais plutôt pas mal. L'Aston Martin et l'Alfa Romeo sont probablement les deux monoplaces qui sont les plus proches en termes de spécifications pour Barcelone. Comprenez par là en fait que ce sont celles qui ont l'air d'être vraiment prêtes limite pour faire un Grand Prix, on va dire. Les autres voitures présentent en fait les concepts généraux, on va dire, mais on attend de voir plus de détails et des spécifications pour Barcelone pour y voir un petit peu plus clair. L'Alfa Romeo, comme pour l'Aston Martin, donne cette espèce d'impression que ça va bien marcher. Encore une fois, ce n'est qu'une impression et on verra si cela se vérifie sur la piste ou pas. Je pense aussi que c'est dû au fait que ce sont deux voitures dans des configurations assez avancées comparées à ce que l'on a pu voir sur les autres présentations. Donc, prudence, on va attendre que tout le monde prenne la piste gentiment.